Bon, salut à tous. Aujourd'hui, encore un sujet fiscalité. Je me suis pris une douille fiscale aujourd'hui. Ça s'appelle la CFE. Et pourquoi c'est une douille? Parce que ma CFE est passée de à peu près 250 euros à quasiment 400 euros. Quasiment 80% d'augmentation. Pourquoi c'est une douille? Parce que moi, la CFE, j'ai une toute petite maîtrise de ce que je paye. C'est le bon côté des choses. Il s'avère que je suis élu dans mon village. Je suis conseiller municipal. Et en tant que conseiller municipal, je suis une des 10 personnes qui votent pour déterminer le taux de la CFE. Du coup, moi, je sais que j'ai pas voté pour son augmentation. Personne n'a voté pour son augmentation. On est une commune qui vivote, qui se gère relativement bien. On n'a pas de grosses problématiques de rentrée d'argent dans notre commune. Et donc, on n'a pas augmenté les impôts. On n'a pas augmenté les impôts et du jour au lendemain, je me prends 80% dans la gueule. À qui va cet argent? Je vais vous l'expliquer. Donc la CFE, c'est quoi? C'est en gros la taxe d'habitation des entreprises. Théoriquement, c'est basé sur la valeur locative des biens utilisés pour ton activité professionnelle. Et si, comme moi, tu es indépendant, bah en fait, ton activité professionnelle, a priori, tu l'exécutes chez toi. Moi, administrativement, c'est la case dans laquelle je suis, même si cette partie de chez moi, c'est un bureau. Bon, bref. Mais quand bien même tu n'es pas de bâtiment, tu as quand même une CFE minimale forfaitaire calculée sur la base d'une valeur locative théorique que tu ne loues pas. Ok. Donc, quoi qu'il arrive, tu payes une espèce de taxe d'habitation pour avoir le droit d'être à l'endroit où tu es. Et après tout, c'est logique. Si tu as une activité professionnelle à un endroit, c'est normal que tu payes le fait que tu utilises des routes qui sont gérées par le public. C'est normal que tu payes le fait d'avoir des réseaux qui sont fabriqués pour toi. Il y a des gens qui sont salariés de la commune, qui l'entretiennent, etc. Tu payes ta part. Moi, j'ai aucun problème sur le fond. Et quand tu vas sur le site de l'État, tu vois CFE, à quoi ça sert? Ça sert à payer, il y a écrit les communes et les intercommunalités. Si toi, tu es comme moi, tu es un peu con, tu te dis, il y a écrit commune en premier, donc c'est la commune qui touche. J'ai j'ai été chercher, j'ai creusé pas mal, hein, c'était un peu relou. Mais à l'échelle nationale, 97% de la CFE va dans les intercommunalités, ce qui est reversé. Parce qu'il y a quand même 3% qui va dans le budget de l'État. Alors combien c'est la CFE? C'est simple, par an, c'est à peu près 10 milliards. Évidemment, là, ça va augmenter drastiquement, vu que le montant a augmenté, bien sûr. Donc, l'État prend environ 3%. Ça fait 300 millions. 3% de la CFE, vous allez dire, ils prennent 3% de la taxe, qui est elle-même de quelques centaines d'euros. C'est pas énorme. Ça fait 300 millions d'euros pour gérer la taxe. Pourquoi, moi, je trouve que cette taxe est complètement débile? C'est ce que je disais dans une autre vidéo. La problématique, c'est pas tant de participer au fait d'avoir une société qui marche, en tout cas qui devrait. La problématique, c'est la complexité administrative délirante qui est liée à ces trucs-là. C'est-à-dire là, en l'occurrence, on a une taxe qui varie d'une année sur l'autre, qui n'a à peu près aucune cohérence, qui est répartie entre plusieurs organismes, donc on ne sait pas exactement ce que ça finance. Voilà. Moi, j'ai la possibilité d'agir sur l'évolution de cette taxe localement, mais ce que je vote, ça ne sert à rien. Parce que j'ai voté une stabilité de la taxe et bilan des courses, elle fait quasiment x2. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et mon vote a été pris en compte. Je veux dire, j'étais pas dans l'opposition. Tout le monde était d'accord. Il y a eu l'unanimité sur le fait de ne pas augmenter cette taxe dans mon conseil municipal. Et elle a quand même augmenté. Parce que c'est une taxe qui est diffusée entre plusieurs trucs. Et c'était pareil pour la taxe d'habitation, la taxe foncière. Ce n'est pas une taxe qui finance une échelle du millefeuille administratif. Non, c'est une taxe qui en finance plusieurs. Et ça n'a aucun sens. Donc il faudrait soit faire un truc, soit tu prends la TVA, qui est la grosse taxe qui rapporte le plus. La TVA, ça rapporte 300 milliards à peu près. Donc tu augmentes de 0,3% à peu près la TVA, c'est ce que j'ai calculé. Ça compense la CFE et tu supprimes la CFE et c'est fini. Et il y a plein d'autres taxes comme ça qu'on pourrait intégrer dans la TVA. Pourquoi? Parce que la TVA, c'est un impôt juste, dans le sens où tout le monde le paye. Alors, des gens vont me dire que les pauvres, ils payent la même TVA que les riches et que c'est pas juste. Déjà, c'est faux, parce que les pauvres ont une structure de leur consommation différente. Notamment, l'alimentaire, c'est plus important dans le budget des pauvres, et comme l'alimentaire à 5,5 et pas à 20, ben, par exemple, en moyenne, un pauvre paye moins de taxes. J'ai fait une petite estimation sur la consommation. En gros, on est en moyenne à 15%. Moi, je suis en moyenne à 15% de TVA.
Entre les trucs à 0 qui sont pas très nombreux, les trucs à 5,5 et les trucs à 20, ça arrive à une moyenne de 15. Et si on poussait cette moyenne à 15,5, on paierait plein de trucs qui sont aujourd'hui gérés par d'autres taxes. Et ces 300 millions de fonds publics qui servent à payer des gens pour gérer cette taxe-là, on pourrait la supprimer purement et simplement. Donc voilà. En plus, il y a la problématique du millefeuille administratif des intercommunalités. Les intercommunalités qui sont aujourd'hui un des échelons dont la dépense publique augmente le plus vite. Moi, personnellement, je suis plus ou moins pour qu'on supprime ces trucs. Je ne dis pas que c'est inutile, les intercommunalités. Les intercommunalités, telles qu'elles ont été définies par l'État, avec un truc qui a plein de compétences, qui en prend certaines aux mairies, mais pas toutes. Et puis les mairies, elles ont aussi certaines compétences, et puis elles doivent discuter entre eux. Non, soit la mairie a toutes les compétences, et éventuellement, pour certains trucs, elle se groupe en intercommunalité et elle se démerde, et ça ne regarde pas l'État. Soit l'intercommunalité a toutes ses compétences et on supprime les mairies. Moi, ça, j'aime pas, parce que je suis élu local. Je sais que dans les petites mairies, il y a plein de gens qui bossent bénévolement pour la population, et que si tu supprimes les petites mairies, tu vas supprimer ces gens. Et donc ça va être plein de gens qui n'auront pas accès à certains services, parce qu'aujourd'hui, des services sont fournis bénévolement par les maires, par les conseillers municipaux, etc. Voilà. Et l'autre point, c'est que quand c'est géré localement, c'est plus efficace. Et je vais vous donner un exemple très concret, c'est la gestion de l'eau. Il y a eu la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale, ça veut dire une loi NOTRe. Voilà. Ils l'ont fait parce que ça faisait NOTRe et ça faisait joli. Encore une fois, ils s'amusent, les mecs dans les ministères, pendant que d'autres payent les impôts. Il y en a qui s'amusent dans les ministères à inventer des jolis noms. Bon, bref, la loi NOTRe a décidé que la gestion de l'eau passerait des communes aux intercommunalités. Alors moi, je vais vous dire très concrètement comment ça se passe ici. La gestion de l'eau, c'est une personne dans mon village, même pas à temps plein d'ailleurs, elle fait d'autres trucs. Et cette personne-là, elle entretient la pompe, elle vérifie, elle fait les prélèvements, elle vérifie que l'eau est potable et elle s'assure que les traitements sont faits. Ok. Elle gère son petit réseau communal. Et nous, on a de l'eau pas chère ici parce qu'il y a un truc magique. C'est la gravité, ça s'appelle. En fait, l'eau, elle est en haut, elle descend dans les maisons. La source est en haut, les maisons sont en bas. Du coup, l'eau, elle arrive toute seule, sans avoir trop besoin de pompe. Il y a une petite pompe pour gérer le château d'eau, machin, mais à part ça, il n'y a pas un gros système. Du coup, l'eau est pas chère. En le mutualisant dans l'intercommunalité, on va détruire cet immonde privilège d'avoir de l'eau pas chère parce qu'elle tombe toute seule. Et donc, on va harmoniser le coût de l'eau avec des gens qui ont la problématique inverse, qui habitent en haut et qui vont pomper l'eau en bas, qui ont des traitements plus lourds parce que c'est de l'eau de rivière et pas de l'eau de source, etc., etc. Bon, ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Bon. Mais surtout, on va rajouter des coûts administratifs parce que ce sera plus une personne qui va gérer l'eau. Ça va être 15 personnes qui vont gérer l'eau de 30 communes, au lieu d'avoir une personne qui fait un mi-temps là-dessus. Et du coup, ces gens-là, elles vont tourner, elles vont se remplacer les unes les autres, elles n'auront pas accès aux infos, elles ne sauront pas où sont les pompes, elles ne sauront pas où sont les compteurs, etc. Et puis quand quelqu'un appellera, il faudra prendre rendez-vous. Moi, la personne qui gère ça ici, des fois, elle bosse le dimanche, parce que quand il y a une urgence, bah tant pis, elle fait quelques heures le dimanche et puis elle les rattrape dans la semaine. Mais ça, dans une grosse administration, c'est pas possible, hein. Parce que les gens, ils font appel à leur syndicat. Est-ce qu'on a le droit de m'appeler le dimanche? Ben non, il faut un service d'astreinte. Et tac, tac, tac. Et ça va rajouter de la lourdeur administrative. Là où aujourd'hui, voilà, je vous dis ça, ça se trouve, c'est illégal hein, d'intervenir le dimanche. Mais la personne, elle rend service. Elle laisse pas la petite mamie sans eau tout le week-end. Parce qu'elle aime bien son boulot. Voilà. Donc déjà, il y a cette désorganisation permanente de l'administration qui, sous prétexte d'optimiser, casse les trucs qui marchent pour en faire des trucs qui marchent pas. Super. Et c'est toi qui payes à la fin. Bon. Et après, ils t'augmentent les impôts parce qu'en cassant tout, ça augmente le coût. Ok. Projette-toi dans la vie d'un entrepreneur lambda. Moi, très honnêtement, les 200 balles, je vais les payer et puis voilà. Je râle un peu, je vais les payer, c'est pas la fin du monde. Je ne suis pas à 200 euros près dans mon modèle économique. Si toi, tu es à 200 ou 500 euros près dans ton modèle économique, c'est qu'il faut le retravailler, voire arrêter ton activité et redevenir salarié. Très honnêtement. Bon, moi je suis pas à 200 euros près, mais il y a d'autres sujets plus fondamentaux où ils font pareil. Ils changent les lois tout le temps, ils changent les règles tout le temps. Donc toi, tu es entrepreneur, je vais te donner un exemple très concret. Mon vrai métier, c'est de gérer des projets innovants. En gestion de projets innovants, donc, la plupart de mes clients bénéficient d'un truc qui s'appelle le crédit impôt innovation. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est que tu es récompensé par l'État quand tu fais de l'innovation, de la R&D, et donc tu déclares tes coûts d'innovation
et l'État t'en prend en charge une certaine partie. Il t'enlève des impôts, tu payes moins d'impôts. Bon, on peut dire que c'est pertinent, on peut dire que c'est pas pertinent, j'ai pas d'avis là-dessus, franchement. Moi, j'en bénéficie, donc j'aurais du mal à vous dire que je suis contre, mais si demain on veut le supprimer, on le supprime, il n'y a pas de problème. Bon, donc l'État a dit, en gros, allez, on met des impôts un peu élevés, mais tu peux les diminuer si tu fais de la recherche, c'est dans l'intérêt de l'État, c'est dans ton intérêt, c'est dans l'intérêt de la population, très bien, c'est un positionnement comme ça. Donc ça, c'était il y a quelques années, tu avais 25%. Donc tu avais 100 000 euros de dépenses R&D, si tu payais 25 000 euros d'impôts, bah, tu les payais plus. Voilà. Très bien. Donc, mes clients, c'est des gens comme ça, et comme ils n'ont pas forcément les compétences en interne pour gérer ces projets, c'est moi qui les gère. Voilà, et je suis payé pour ça. Donc, indirectement, une partie de ces 25 000 permettent aux clients d'avoir les moyens de payer mon salaire et de payer mon expertise. Très bien. Il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, l'État a décidé que c'était 30% maintenant. Bah évidemment, aubaine, 5% de plus, ça veut dire concrètement un projet à 100 000 euros, il te coûte 70. Imagine que toi, tu as un projet de long terme. Tu te dis, bon, j'ai 300 000 euros à investir sur 3 ans. Mais comme il existe cette exonération d'impôt, c'est 300 000, en vrai, je vais en gratter 30%. Donc ça va me coûter 210. Ok ? Tu te prévois la première année de débourser 70, la deuxième année de débourser 70, la troisième année de débourser 70. Ben pouf! Si le crédit d'impôt existe depuis longtemps et s'il a augmenté d'une année sur l'autre demain, a priori, il ne va plus exister. En tout cas, dans la loi de finances qui vient d'être votée, discutée, puis annulée, il y avait la disparition de ce truc-là. Donc, tu as fait tes 70 000 euros, eh bien, tu ne peux pas finir ton projet. Parce que ton projet, tu pensais qu'il allait te coûter 210, finalement, il va te coûter 70 000 la première année, puis 200 les 2 autres, donc 270. Tu te rends compte de la douille pour un entrepreneur ? Tu comprends pourquoi cet entrepreneur, il risque de délocaliser demain ? Le problème, c'est pas le taux d'impôt, ça oui, d'accord, on peut en discuter. Et si on réduit la dépense publique, ça donnera de l'air à tout le monde. Ok, surtout de la dépense publique qui est consacrée à gérer la complexité que le public s'impose à lui-même. Moi, c'est ça qui m'en fout dans cette histoire. Mais en plus, il impose de la complexité en payant des fonctionnaires à modifier les lois, au lieu de les laisser stables, et à emmerder ce genre d'entrepreneurs, au lieu de les laisser bosser tranquilles. Voilà, peut-être que ce mec allait sortir un super produit, mais que ces 30, 60 000 balles, ça va le mettre en difficulté, et que sa boîte va couler juste à cause de ça. Juste à cause de ça. Parce que d'une année sur l'autre, les gens enlèvent la loi. Et même, il y a même pire que ça. Là, j'enregistre, on est le 15 novembre. Et je pense que je vais la diffuser aujourd'hui, la vidéo. Je vais la monter vite fait, je vais la diffuser. Ben, aujourd'hui, on est le 15 novembre. On ne sait pas, le 15 novembre, si les dépenses du 1er janvier vont coûter 70% ou 100%. Et vous vous rendez compte pour l'entrepreneur qui a prévu ses investissements à l'avance. Alors moi, évidemment, ça me pénalise un peu. Mais moi, je suis en train de sortir de ce monde de l'innovation. Donc, à la limite, si la taxe disparaît, ça me fera sortir plus vite de ce truc-là et me mettre un coup de pied aux fesses pour me reconvertir plus vite. C'est pas la fin du monde. Mais mettez-vous à la place du client qui a prévu d'investir vraiment, qui a prévu de créer une nouvelle technologie, un nouveau produit, etc. et qui se prend ça. Ben, évidemment que ce mec aura envie de se barrer à l'étranger. Il va se dire, on ne peut pas gérer une boîte en France. Voilà, on ne peut pas gérer une boîte quand la loi change tous les jours. Donc foutez un peu à la paix aux gens et surtout changez pas les lois d'une année sur l'autre. Planifiez à l'avance. À la limite, si tu veux supprimer ce crédit d'impôt innovation, très bien. Tu dis aux gens, ben, cette année c'est 30, l'année prochaine c'est 20, l'année d'après c'est 10, et l'année d'après ça disparaît. Et le mec, il va refaire ses calculs, il va dimensionner son projet, il va réfléchir, mais tu préviens ça 6 mois à l'avance et tu l'appliques sur 2 ou 3 ans. Tu ne préviens pas 1 mois à l'avance que les gens, tu vas leur sucrer leurs aides. Pourquoi ? Parce que le mec, il va embaucher un doctorant pour faire de la recherche en intelligence artificielle demain. Il comptait sur ça pour payer le salaire de ce doctorant. Il disait, ok, mon doctorat, il va me coûter 80 000 par an, mais avec les 30%, ça va être 60. Et à 60, j'ai les moyens. À 80, il n'a peut-être pas les moyens. Eh bien, le doctorant, il ne va pas être embauché. Et il va se barrer aux États-Unis. C'est comme ça que tu crées de la fuite des cerveaux. Monsieur le député, monsieur le sénateur qui vote ces trucs-là. Aujourd'hui, c'est les députés. Donc les sénateurs, ce sera pour plus tard. Pensez-y. Et on a besoin de stabilité dans ce pays. On a besoin de voir ce qui va se passer demain.
Ok, vous avez planté le budget de l'État. Et quand je dis vous, c'est ceux qui étaient là avant vous. Ok, ok, vous avez besoin de gratter du fric. Ok, il y a un problème de taux d'intérêt, il y a un problème de dette publique. Effectivement, les taux d'intérêt augmentant, ça fout la merde. Fallait pas emprunter. Nous, on vous l'a dit. Moi, ça fait 15 ans que je dis, bordel. Mais euh, ne pétez pas tous les dispositifs du jour au lendemain sur un coup de tête. Voilà. Vous avez besoin de gratter du fric. Augmentez la TVA, j'en sais rien. Faites votre boulot. Mais arrêtez d'emmerder les gens qui bossent. J'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Arrêtez d'emmerder les gens qui bossent. Il y a des gens qui essayent malgré tout de créer des entreprises. Il y a des gens qui essayent malgré tout de planifier des investissements sur plusieurs années. Si vous leur sabotez tout ce qu'ils font, ils vont se barrer. Et si vous sabotez l'embauche des gens intelligents en France, les gens intelligents, ils vont se barrer aux États-Unis et monter des boîtes. Vous savez que 26% des créateurs de start-up françaises s'installent aux États-Unis pour créer leur start-up. Alors oui, c'est peut-être pour profiter du réseau là-bas. Oui, c'est peut-être pour payer moins d'impôts, mais c'est surtout que les gens n'ont pas confiance dans la stabilité des institutions de notre pays. Notre pays se réforme tout le temps en faisant à peu près n'importe quoi, toujours au nom de la santé des finances publiques. Ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des réformes, les finances publiques sont pires après. Et du coup, les gens se barrent pour créer leurs entreprises ailleurs. C'est un problème de stabilité, de vision de long terme et de capacité de projection sur le long terme. Donc, arrêtez, créez des programmes sur plusieurs années, engagez l'État sur plusieurs années, permettez au moins que sur les 5 ans à venir, on sache combien on sera imposé en tant qu'entrepreneur, et c'est pareil en tant que particulier. Les lois, ça se change sur le long terme, ça se planifie, ça se discute avec les partenaires. Arrêtez le bordel. Arrêtez le bordel, s'il vous plaît. Voilà. Bon, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si des vidéos sur l'entrepreneuriat vous intéressent, abonnez-vous. Si vous avez envie, il existe un serveur Discord. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et moi, je vais payer mes 400 balles de CFE.